J'appelle M. Salah Din Zoua, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. J'ai l'honneur de vous transmettre les salutations de votre frère, que Dieu le protège, le roi Mohammed VI. Il m'a chargé de lire le discours royal qu'il adresse au 27e sommet de la Ligue arabe. Dieu merci. Prière sur le prophète. Monsieur le Président Mohamed Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, président du sommet. Votre Excellence, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Secrétaire général de la Ligue arabe, Messieurs les participants, j'ai l'honneur d'exprimer mes remerciements et mes considérations au président Mohamed Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, et à travers lui au peuple mauritanien frère, pour l'accueil du 27e sommet, et nous remercions son Excellence pour la préparation importante de cet événement. Je voudrais attirer l'attention sur les efforts faits par le président El-Sisi, président de la République arabe d'Égypte et président du sommet précédent de la Ligue arabe. Je félicite aussi M. Abouqet, le secrétaire général de la Ligue arabe, en lui souhaitant plein succès pour sa mission importante. Je ne doute pas de tout ce qu'il a accumulé comme expérience et de la sagesse qui le caractérise. Il sera au rendez-vous et l'aidera dans le succès de sa mission. Nous remercions aussi le docteur Nabil Arabi, dont la mission est terminée au juin dernier à la tête de l'organisation. Et nous comprenons et nous apprécions le travail qu'il a fait, et avec beaucoup de labeur et beaucoup de sérieux. Mesdames, Messieurs, le fait que le Maroc n'ait pas organisé le sommet de la Ligue arabe ne signifie pas son refus ni sa négligence de l'importance de la Ligue arabe, et que la Mauritanie, qui a accepté de l'organiser, comprend combien que la nécessité pour nous tous d'attirer l'attention sur les dangers et la volonté de diviser notre nation arabe. Nous devons faire face à tous ces plans et recouvrer l'autorité de la décision et préparer un avenir qui soit digne de la volonté et des ambitions de notre population pour la civilisation et la place de notre civilisation arabe. Il est bien entendu qu'il n'y a pas de place de donneur de leçons, ni de faire une compétition par meilleure lecture. Le but est que l'éveil collectif pour une union nécessaire, pour une volonté de la construction d'un État moderne qui est basé sur le droit et la justice et l'intégrité nationale. Je demande à Dieu de nous conduire dans le droit chemin, dans l'intérêt de notre construction, de notre nation arabe. Et je vous remercie. Merci d'être toujours avec nous sur Africa 24. Vous venez de vivre en direct du Palais des Congrès de Nouakchott en Mauritanie la 27e session du sommet de la Ligue arabe. Nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Djemal Taleb et nous avons été rejoints par Issa Monsega Diawara. Bonjour, vous êtes coordinateur des soutiens du président Ould Abdelaziz en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous.
Djemal, que peut-on retenir de cette cérémonie d'ouverture? Quelles ont été les grandes lignes et quel est le ton qui a été donné pour ce sommet de la Ligue arabe qui s'est donc ouvert ce lundi? Alors, le sommet frappe par son caractère plutôt consensuel. Les sommets de la Ligue arabe en général se suivent, ils ne se ressemblent pas forcément. Et l'influence extérieure, généralement, a un poids important sur les sommets de la Ligue arabe. Celui-là a une particularité, c'est que tous les dirigeants ne sont pas là, mais les plus importants sont là. Et donc, leur présence frappe par la pudeur que les uns et les autres ont à ne pas s'invectiver. Il leur arrive parfois de s'invectiver complètement. Et puis, pour une fois, est sorti quelque chose de concret. La proposition du Premier ministre libanais était assez concrète. Il demande carrément la création d'un fonds arabe pour venir en aide aux réfugiés et aux migrants. Alors, il entend, lui, la Syrie, évidemment, bien sûr, parce que c'est un pays qui reçoit 1,5 million de Syriens chez lui. Et donc, ça a un poids important, économique, mais humain, dans un pays de moins de 4 millions d'habitants. Et puis, il y a une deuxième proposition qui a été faite, celle de faire une force arabe commune. Alors, les Saoudiens disent, une force arabe, on l'a créée, c'est bien, mais enfin, on en a déjà une. Elle est même au-delà du monde arabe, elle est islamique, et elle est au Yémen. Ben, les autres disent non, il faut une vraie force arabe, et ça, j'ai entendu donc de la bouche du vice-premier ministre du Bahreïn, qui dit non, si vous voulez que nous soyons crédibles demain, nous avons l'obligation d'aller au-delà des paroles, au-delà des mots, et que nous ayons une vraie force arabe. C'est un vieux projet des États arabes. Le président Nasser, en son temps, avait déjà constitué le prémisse d'une force arabe entre lui et la Syrie. Alors évidemment, parce que c'était les seules armées qui étaient puissantes. Mais c'est un projet qui n'a jamais dépassé les incantations. Alors il y a aujourd'hui, non pas qu'il est en train de se faire, mais en tout cas est sorti de ce sommet ces deux idées fortes. Et puis, on sent une tension évidente. Le discours du Premier ministre irakien est un discours assez offensif, même si encore une fois il restait dans beaucoup de pudeur et on sentait bien le poids, l'ombre de l'Iran régner sur tout ça. Alors après, le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, qui est un homme influent, très proche du fils du prince héritier, a lui donné un ton beaucoup plus véhément, beaucoup plus fort à l'égard de l'Iran, en tout cas beaucoup plus ferme. Et en tout cas, cette première journée, mais ce qui ne veut rien dire, en réalité, ce sont généralement les paroles d'ouverture et donc la distribution de la parole se donne sur les uns et sur les autres. Mais les deux idées fortes qui sont sorties, c'est donc la demande de la création d'un fonds arabe et d'une force arabe d'interposition. Alors, M. Diawara, cela fait justement plusieurs années que la création de cette force arabe commune a été évoquée. Comment expliquer que les choses n'avancent pas? Qu'est-ce qui bloque finalement? Je voudrais d'abord, pour ma part, saluer le succès de ce sommet, son organisation par les autorités mauritaniennes. Saluer également la ferveur qui accompagnait la tenue de ce sommet à Nouakchott. On a vu que le peuple mauritanien s'est fortement mobilisé autour de ce sommet. Ça démontre en tout cas la forte poussée diplomatique de la Mauritanie sur la scène internationale. Après que le président ait présidé l'Union européenne, il va présider africaine, voilà, autant pour moi. Il va présider la Ligue arabe aussi pendant un an. C'est une grande satisfaction pour nous en tant que Mauritaniens aujourd'hui. Bon, voilà, maintenant pour en venir à votre question, effectivement, cette proposition est dans les tuyaux depuis un moment. Et on en parle, il va falloir effectivement qu'un jour elle aboutisse, parce que les crises qui secouent le monde arabe et le monde en général et qui sont aujourd'hui aggravées par la poussée terroriste partout dans le monde, nécessitent une forte collaboration. Mais quels sont justement à ce jour les points d'achoppement? Pourquoi les États ne s'entendent pas pour rendre cette force finalement effective? Bon, il faut savoir que les questions supranationales sont toujours difficiles à mettre en œuvre, hein. Que ce soit pour cette question ou les autres questions qui touchent en tout cas à la souveraineté des États, leur mise en œuvre pose toujours problème. Mais je pense que pour une fois, aujourd'hui, il y a quand même cette demande qui s'est fortement exprimée autour de ce sommet
et par des personnalités. Vous êtes optimiste, vous pensez que cette fois les choses seront différentes? Je pense qu'il y aura une avancée, d'autant plus que le terrorisme aujourd'hui est sur toutes les portes. Hein. Il n'y a aucun État aujourd'hui qui en échappe, même les pays occidentaux les plus forts en termes de défense, en termes de moyens stratégiques, sont exposés. Et de notre côté du monde, c'est-à-dire du côté du monde arabe, les foyers de tension sont là. Il y a la Syrie, il y a l'Irak, il y a tous ces pays, le Yémen aussi. Donc il y a nécessité à ce que nos chefs d'État, nos dirigeants se prennent en main et que cette demande qui a été exposée aujourd'hui puisse se traduire concrètement par des moyens. Non, je suis moins optimiste qu'Issa. Je crois que la création d'une force arabe est encore une fois un vieux projet, une vieille incantation. Je ne pense pas qu'elle est en train de voir le jour pour beaucoup de raisons. Hein. Je vois difficilement l'Irak et l'Arabie Saoudite créer une force commune, la Syrie et l'Arabie Saoudite créer une force commune. Alors, l'un des principaux foyers de tension du monde arabe, c'est bien évidemment la Libye. Comment est-ce que la Ligue arabe se positionne par rapport à ce conflit libyen, Monsieur Diawara? Comme vous l'avez certainement observé, la Ligue arabe s'est toujours mobilisée autour du problème libyen afin de déjà rapprocher les parties qui sont en conflit, parce qu'en Libye, il y a la partie qui est officielle et la partie qui est non officielle, qui est composée d'un groupuscule et d'un conglomérat de petits groupuscules et qui se partagent les pouvoirs, qui fait que la Libye aujourd'hui a du mal à exister en tant qu'État. Donc la première chose à faire consiste à rapprocher d'abord ces éléments-là. Et ensuite, il faudrait apaiser la Libye, stabiliser le pays, faire en sorte que le terrorisme qui les guette, parce que les groupes islamistes sont en train aussi de pénétrer dans la Libye, que leur pouvoir de nuisance soit annihilé. Alors, Djemal, concernant la Libye, certains pays comme l'Égypte sont favorables à une intervention, d'autres ne le sont pas. Quel est votre point de vue? Vous pensez qu'il faut intervenir en Libye? Vous croyez encore à une solution politique en Libye? La Libye a vécu une situation à laquelle elle n'était pas préparée du tout. C'est-à-dire que la guerre contre le régime de Kadhafi n'était ni une situation préparée, ni organisée, et ceux qui l'ont faite ne l'ont pas cherchée. Il s'agit donc d'une force occidentale qui est venue déstabiliser la Libye, on se dit les choses. De cela, les forces donc se sont appuyées sur donc les milices locales qui sont en réalité plus globalement plus des factions armées composées de tribus, de régions qu'une véritable force politique. À partir de là, on s'est retrouvé dans une situation suivante. On s'est retrouvé parfois dans des groupes militaires faiblement représentés, mais militairement puissants. C'est ce qu'on appelle les Zentan. Et puis, il y a le groupe de Misrata, qui est puissant, et le troisième groupe puissant, c'est le groupe de Benghazi. C'est-à-dire, nous avons les trois. Et il y a la situation elle-même à Tripoli. Et la situation à Tripoli est assez compliquée, parce que dans laquelle rentrent 10 fractions et 10 réalités différentes. En réalité, au retour et à la fin de la guerre, toutes les factions se sont dit, si on est désarmé, on n'a plus de pouvoir. Notre force est dans la Kalachnikov. Si vous nous l'enlevez, nous n'avons plus de puissance. Et pourtant, si vous voulez créer un État libyen sérieux, si vous voulez retourner à la paix, vous êtes obligé de le faire. Nous sommes aujourd'hui dans une situation singulière. L'accord de Srerat n'est que le 10e de ce qui n'est pas appliqué. Et croyez-moi, il ne sera pas appliqué davantage. Si nous voulons sérieusement, et je pense, c'est mon avis personnel, je pense que la situation est plus proche de la fin que du début. Si nous voulons arriver à une situation de paix durable, nous avons l'obligation de choisir un groupe contre les autres, et on se dit les choses. Le groupe aujourd'hui le plus en vie, c'est celui de Benghazi, c'est celui du gouvernement de Tobrouk. Donc la communauté internationale, mais la communauté internationale laquelle je ne vois pas un soldat européen ni occidental mourir en Libye. D'ailleurs, les Libyens eux-mêmes ne le souhaitent pas. Donc le seul pays légitime et accepté à peu près par l'écrasante majorité des Libyens, c'est l'Égypte. Et donc, l'idée d'armer une force contre une autre pour en réalité arriver à bout de deux unités. Un, Misrata, qui est un point politique militaire important. Deuxièmement, les factions de Tripoli. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas suffisamment puissants pour arriver à ces deux-là, nous ne le ferons pas. Et puis, il reste le verrou de Sirte. Je crois personnellement, que l'État islamique, ce qu'on appelle Daesh, est de façon générale en perte de vitesse. Je le disais tout à l'heure, l'étau est resserré, absolument resserré en Irak. Il est
plutôt vers la fin, et l'intervention de Poutine de ce point de vue-là a été importante, donc de la Russie. Et puis reste donc le petit bastion de Sirte. Et le bastion de Sirte, lui, est plus proche de la fin que du début. Si, en tout cas pour ce qui reste de Daesh, nous n'avons pas le courage, la communauté arabe internationale n'a pas le courage d'aider une faction libyenne contre les autres pour qu'elle arrive à bout de la situation à Misrata, à Zintan et à Tripoli, et qu'elle s'en prenne sérieusement à ce qu'au résidu de combattants Daesh à Sirte, on n'arrivera pas à une situation. Mon sentiment personnel, c'est que c'est ce schéma-là vers lequel on se dirige. Monsieur Diawara, vous partagez ce point de vue? Oui, je pense qu'effectivement la communauté internationale se mobilise très fortement, notamment la France, la Russie, et c'est des forces qui ne peuvent pas directement s'impliquer sur le terrain. Il faut s'appuyer sur les forces régionales. En l'occurrence, l'Égypte est un pays de référence qui peut, avec bien sûr les autres membres de la Ligue arabe, pour essayer de trouver une solution d'abord politique. Il faut ça. Est-ce que les armes doivent aussi être mises à contribution? Ça, j'en doute moins. Le problème libyen, il est plus politique qu'autre chose. Il faudrait que la communauté internationale parvienne à trouver les bonnes réponses sur le plan de la crise politique pour qu'ensuite se déclenche un processus de stabilité. Alors, la question de la religion sera également abordée lors de ce sommet. Djemal, qu'est-ce qui peut être fait par les pays membres pour lutter contre le phénomène de radicalisation qui instrumentalise la religion? Il faut se dire deux choses. Je ne pense pas personnellement que le terrorisme international soit lié à la religion. Olivier Roy a une belle phrase. Il dit dans les années 70-80, nous avions de la violence. Il ne s'appelait pas l'islam, elle s'appelait autre chose. On a islamisé la violence. Ce qui se passe en Occident, ce qui se passe dans beaucoup d'autres régions, c'est qu'on a islamisé la violence et on a voulu lui donner un nom. La violence existait. Elle existait dans tous les points où elle existait. Elle ne s'appelait pas islam, elle s'appelait autre chose. Nous sommes aujourd'hui dans un label. À l'époque, hier, ça s'appelait Al-Qaïda, aujourd'hui, ça s'appelle Daesh. Figurez-vous qu'il y a 3 ans, on ne connaissait pas Daesh. Et personne n'a jamais entendu parler de Daesh. Daesh est une création nouvelle, irakienne et circoncise au territoire irakien. Évidemment, une alliance évidente entre une partie de la population irakienne qui se sent totalement démunis et complètement emprisonnés par le régime de Nour al-Maliki, a considéré que tous ceux qui venaient l'aider étaient les bienvenus, y compris les combattants de ce qu'on appelait à l'époque Al-Qaïda, qu'on appelle aujourd'hui Daesh. C'est une situation différente. Et donc, elle est d'abord le résultat, je le disais tout à l'heure, de la guerre irakienne de 2003. La Syrie est un autre débat. La Syrie est une situation où il y a une réalité. Donc, c'est qu'on a voulu, on cherche au fond l'Iran, on ne cherche même pas la Syrie, et comme on cherche l'Iran, on est rentré dans une situation où il faut embêter les Syriens, et on leur a créé une guerre dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. La situation de l'islam est une autre débat. Et l'islam politique existe. La confrérie des frères musulmans, qui n'est pas la plus détestable au monde, ça n'est pas vrai, et qui d'ailleurs au demeurant historiquement n'est pas la plus dangereuse. Le créateur de la confrérie des frères musulmans, Hassan al-Banna, n'est pas la personne la plus violente au monde. Et son concept n'est pas violent. Il a un concurrent qui lui l'est un peu plus. Mais la confrérie elle-même ne prône pas la violence. Elle est parfois débordée à sa droite par les salafistes, qui, eux, ne sont pas toujours d'ailleurs violents et n'ont pas forcément de la violence dans leur combat politique. Donc, trouver une explication dans l'islam est, de mon point de vue réducteur, dérisoire et faux en plus. Il faut trouver l'explication dans la géopolitique. François Burga dit une chose très jolie, il dit « J'ai cherché à y trouver la violence dans l'islam, je l'ai trouvé dans la géopolitique, parce qu'on ne peut le trouver que dans la géopolitique. Si vous réglez les foyers de tension politique, vous réglez tout le reste. Si vous avez fait la guerre en Libye et vous avez ouvert ce pays dans une pagaille généralisée dans laquelle, la responsabilité du gouvernement français et britannique est entière. Comme on a ouvert le foyer et qu'on n'a pas été capable de le refermer parce qu'on ne veut pas perdre un soldat, nous avons laissé une pagaille généralisée. La pagaille généralisée a été une porte ouverte à tous les désastres au monde. Alors évidemment, ceux qui veulent faire de la violence et qui font de la violence et qui ont un dessein politique l'appellent l'islam et ils sont venus s'appeler hier Al-Qaïda, aujourd'hui Daesh, en Algérie avant ça s'appelait le GSPC, on va toujours l'appeler autre chose. La situation est absolument identique en Irak, en Syrie. Trouvez-moi un pays musulman, un pays, un calme qui a une guerre. Mais il n'y a pas de guerre et il n'y a pas de problème en Indonésie. Il n'y en a pas en Malaisie. Il n'y en a pas, figurez-vous, en Inde. C'est le 2e plus grand pays musulman au monde, figurez-vous. C'est-à-dire que la situation est une situation géopolitique. Et si on règle les problèmes de géopolitique, on règle les problèmes liés au terrorisme qu'on appelle musulman. Monsieur Diawara, vous êtes d'accord? En fait, ce problème, il faut dire qu'il est instrumentalisé. L'islamisme est instrumentalisé.
Ce qu'il faut plutôt retenir de mon point de vue, c'est de comprendre que certains des acteurs qui existent aujourd'hui et qui alimentent ces conflits, qui secouent le monde arabe, la Syrie, l'Yémen, etc., avaient déjà combattu en Afghanistan. Mais à l'époque, on ne parlait pas d'islamisme tant que ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la communauté internationale, c'est-à-dire les forces occidentales qui font des intrusions dans la gestion de certains pays, induisent des frustrations. Ça a été le cas en Irak, ça a été le cas en Libye, et ça a été le cas dans d'autres pays, et cela engendre des frustrations chez certains et qui utilisent l'islam pour justement, c'est stratégique, hein, à mon avis. Justement, d'où ma question, comment lutter contre ce phénomène de radicalisation au niveau national? Au niveau national, il faudrait d'abord qu'on accentue les problèmes, on accentue l'action gouvernementale sur la résolution des problèmes économiques, des problèmes de pauvreté, des problèmes d'éducation, des problèmes de sensibilisation. Parce que quelquefois, ceux qui aujourd'hui sont embrigadés dans ces groupuscules qui sont que de groupuscules de bandits, moi je les appelle ainsi parce qu'ils n'ont rien de l'islam, c'est parce que des fois c'est des gens qui ne sont pas très au fait de certaines situations, des fois c'est aussi des jeunes qui sont complètement à l'abandon et qui sont sortis du circuit scolaire, qui ne voient pas d'horizon autre que, voilà, et de ce fait, ils sont exposés à tout vent. Donc, à mon avis, c'est à ce niveau qu'il faut d'abord que se concentrent les efforts de nos États. Merci, Monsieur Diawara. Le volet économique ne sera pas en reste de ce sommet. La Ligue arabe disposait d'une puissance économique considérable avec des réserves d'hydrocarbures. Elle aurait pu s'affirmer, Djemal, sur le plan économique en devenant une structure capable de rivaliser avec l'Union européenne. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ce qu'on dit de la Ligue arabe, on peut le dire de l'Union africaine. Ces 54 pays unis seront une puissance colossale et ils n'auraient besoin de personne pour les électrifier, fut-il un ancien ministre français. Donc la question ne se pose pas. Ce qui est valable là est valable pour la Ligue arabe. La Ligue arabe, ce n'est pas un pays, c'est 21 pays. Et donc, vous pouvez difficilement faire de la coopération à ce niveau-là par 21 pays qui n'ont pas l'intention ni de s'intégrer, ni de faire des projets en commun, ni même de mettre en place une politique de libre circulation des personnes et des biens en commun. Celle-ci, elle existe dans le Conseil de coopération du Golfe, mais elle n'existe pas au niveau de la Ligue arabe. La Ligue arabe est une vocation de quelques pays unionistes, parce qu'encore une fois, il faut toujours se souvenir d'une chose, c'est que le monde arabe, dans les années 50, 60, 70, jusqu'au début des années 90, même 2000, n'a qu'une vocation, elle est une vocation nationaliste et identitaire. Et donc, les tenants de cette vocation identitaire et nationaliste, qui ne sont pas toujours d'ailleurs musulmans, étonnamment, c'est-à-dire que la vocation de l'identité culturelle est pour eux primordiale. Ceux-là n'ont jamais constitué un projet au-delà de l'identité. Et donc, portant de cette identité, ils ont décidé ensemble de créer un cadre de concertation entre le cadre de concertation, c'est ce qu'on appelle la Ligue des États arabes. Elle n'a jamais été dotée d'une puissance normative ni d'un projet politique d'intégration économique. Jamais. Or, il n'est jamais trop tard de le faire et il faudrait le faire. En revanche, dans le sillage de la Ligue arabe, mais même parfois à côté, la solidarité arabe est une réalité. On ne peut pas dire le contraire. C'est-à-dire que les pays arabes pauvres, on peut toujours dire plus et il faut toujours faire plus. Mais le Koweït est un pays très généreux. Les Émirats arabes unis sont un État très généreux. L'Arabie saoudite est un pays très généreux. Et donc, les instruments comme la Banque islamique de développement, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, le Fonds saoudien, le Fonds souverain saoudien, le Fonds koweïti, les Qataris, de ce point de vue-là, sont très généreux et déversent un argent absolument inimaginable dans beaucoup de pays. Et le Mauritanien que je suis en sait quelque chose. C'est-à-dire que les fonds du FADES irriguent depuis 40 ans, l'État mauritanien, la République de Mauritanie. C'est une réalité, mais pas que nous. C'est valable pour Djibouti, c'est valable pour le Somalie, c'est valable pour tous les pays qui en ont besoin. Mais c'est valable pour le Maroc, c'est valable pour la Tunisie. Et donc tous ces pays-là bénéficient d'une vraie solidarité. Et regardez la situation de l'Égypte, qui est dans une situation financière calamiteuse. Ces 3 dernières années, n'eût été l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, on aurait eu une guerre beaucoup plus violente. C'est-à-dire que les dollars de ces pays-là ont particulièrement aidé. Donc on ne peut pas dire que ces pays n'aident pas. En revanche, trouver un projet de la Ligue arabe unitaire, plus fort, qui soit
Au niveau de l'aspiration des populations arabes, oui, ça c'est une volonté qui est réelle, qui n'est pas atteinte. Le monde arabe est une continuité géographique, mais une continuité géographique sur 3 continents, entre 3 sous-continents. Et donc c'est difficile de créer un État commun dans tout cela. Et puis vous ne pouvez pas créer un État commun à partir du moment où les États n'ont pas l'intention de le faire. C'est à peu près comme ce que vous avez dit tout à l'heure sur le terrorisme. Si vous voulez lutter contre le terrorisme, luttez contre le terrorisme d'abord dans votre pays. Moi qui suis mauritanien, excusez-moi, il n'y a pas un attentat en Mauritanie depuis 2008. Je veux bien qu'on me dise que c'est le hasard. Je veux bien qu'on me dise qu'il paraît qu'on a un pacte avec les terroristes. Moi, je veux bien, mais les faits sont têtus. Il n'y en a aucun. Pas un seul. Pourquoi? Parce que les Mauritaniens ont fait le travail. L'ignorance est le premier allié de l'extrémisme. Le premier allié. Alors, Monsieur Diawara, quels sont à ce jour les grands défis économiques à relever dans cette région arabe? Quelles sont les priorités de développement? Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut mettre en avant les projets d'intégration. Et d'abord, l'énergie, le monde de demain, il sera fait de l'énergie. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait des grands projets d'électrification et au niveau de l'eau aussi pour que l'agriculture soit intensifiée. Alors Djemal, malgré la signature en 1981 d'un traité pour la promotion du commerce intra-arabe, vous l'avez dit, aucune intégration économique concrète n'a vu le jour. Donc on a l'impression que ce que M. Diawara vient d'évoquer ne semble pas réaliste finalement. Oui et non. Quand vous prenez une situation dans son ensemble, vous êtes toujours déçu. Quand vous la prenez individuellement, vous dites ça va, vous connaissez la phrase très célèbre de Clémenceau, quand je me regarde, je me console, quand je me compare. Quand je me compare, je me console, quand je me regarde, je me désole. Et donc, évidemment, si vous regardez la situation dans son ensemble, vous êtes évidemment désolé. Mais quand vous la prenez individuellement et parfois régionalement, vous vous dites, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Le Conseil de coopération du Golfe est une vraie instance d'intégration économique et de libre circulation des personnes et des biens. C'est-à-dire que ce que les Européens ont mis à 40 ans à faire, eux l'ont fait assez rapidement. Alors évidemment, c'est une coopération entre des pays qui ont à peu près le même niveau de vie, le même revenu, le même niveau de développement. Ils sont des pays plus ou moins développés. Donc, en tout cas, les besoins en infrastructure de base sont faits. Les besoins en éducation, en santé sont réalisés. Et donc, vous avez des situations semblables. Après, les problèmes de développement d'un pays comme la Mauritanie ressemblent plutôt à ceux du Mali et du Niger, donc ils ressemblent difficilement à ceux d'Arabie Saoudite. Donc mettre en place une politique dans le cadre de la Ligue arabe comme cela, je ne dis pas qu'elle est impossible, je dis qu'elle n'est pas facile. Et donc vous pouvez difficilement la faire. Encore une fois, ça n'est pas la vocation de la Ligue arabe de faire ça, c'est un cadre de concertation entre les États. Donc, encore une fois, l'objectif ultime, un jour, Inch'Allah, c'est qu'il y ait l'union des nations arabes. Et cela n'est pas encore fait. Et je vais vous dire, quelqu'un disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de grands dirigeants. C'est pas vrai, il y a des grands dirigeants. Ce qu'il n'y a pas, c'est de grandes opportunités. Vous savez très bien que les grandes avancées, c'est toujours un grand homme avec un grand événement. On a probablement les hommes, on n'a pas les événements. Ou on n'a pas les hommes et on n'a pas les événements. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on peut difficilement incriminer les dirigeants actuels de tout ce qui ne va pas bien. Leur rapport à la situation n'est pas si mauvais que ça, il n'est pas satisfaisant. Et donc, comme il n'est pas satisfaisant, on n'est pas capable, on est tout de suite prêt à dire ça ne va pas. Mais la situation n'est pas si mauvaise que ça. Et puis, quand vous rajoutez toutes les institutions financières créées dans le sillage de la Ligue arabe ou à côté, fonctionnent plutôt pas mal. Et puis même la solidarité avec l'Afrique. C'est-à-dire que la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, qui est dirigée par un Mauritanien, Sidi Oulta, fonctionne plutôt pas mal. Son siège est à Khartoum. Elle a le genre de coopération régionale très développé et très important. Et on peut difficilement ne pas regarder ce qui a été fait de ce point de vue-là. Je ne vous continue même pas la liste de tout ce qui s'est fait. Cela dit, encore une fois, oui, la Ligue arabe n'est pas faite pour ça. La Ligue arabe n'a pas vocation à atteindre les objectifs pour lesquels, d'ailleurs, elle n'a pas été créée. Merci, Djemal. Pour compléter votre propos sur les enjeux économiques de ce 27e sommet de la Ligue arabe, je vous propose de retrouver une fois de plus sur place, en direct de Nouakchott, notre envoyé spécial, Franck Noudofina, qui est en compagnie d'un invité. Les chefs d'État sont actuellement en huis clos. Les chefs d'État sont toujours en huis clos. Le sommet a été ouvert il y a quelques minutes de cela. Après, justement, il y aura une conférence de presse qui sera organisée pour dire justement à la presse toutes les dispositions, toutes les décisions qui ont été prises lors de ce 27e sommet de la Ligue arabe. Mais quand on parle de la Ligue arabe, les défis ne sont pas uniquement politiques, les défis sont également économiques. Avec nous pour en parler, monsieur, présentez-vous, s'il vous plaît.
El Bukhari Mohamed Mohamed, un ancien colonel de l'armée. Actuellement, je dirige un centre d'études stratégiques qui s'appelle le CODE, c'est-à-dire Centre Motoncier pour les études stratégiques. En même temps, je suis aussi dans le domaine des médias. On parle de défis économiques pour la Ligue arabe. Et quand on en parle justement, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Quels sont ces défis-là qu'il faut aujourd'hui, en 2016, que la Ligue arabe, qui a déjà totalisé plus de 70 ans aujourd'hui, relève? Peut-être je vous surprendrai, et je vous surprendrai également vos téléspectateurs si je vous dis que le plus grand défi économique aujourd'hui dans le monde arabe, c'est le défi du terrorisme. Parce que tout simplement, le terrorisme, il porte le plus de préjudice possible, non pas seulement aux vies humaines, mais aussi à la ressource économique. La ressource économique, cette ressource économique est affectée comment, de façon claire par le terrorisme? Voilà, elle est affectée dans plusieurs domaines. Il détruit les infrastructures, les routes, il détruit les bâtiments, il chasse et empêche de venir les investisseurs. Et c'est la plus grande calamité aujourd'hui pour un domaine qui est quand même sur lequel repose énormément le monde aujourd'hui, c'est-à-dire le tourisme. Donc, il détruit l'infrastructure, il empêche les investissements et il détruit le tourisme. Et il empêche également la coopération parce que c'est une barrière qui empêche le contact et les échanges. Et relever ce défi-là passera par quoi exactement? Eh bien, c'est plusieurs choses. Il faut d'abord, au niveau individuel, chaque État doit avoir sa propre vision stratégique pour combattre ces défis. Et ensuite, il faut avoir une approche globale. Mais tout cela passe par la nécessité d'obtenir un minimum d'accord sur le concept terrorisme lui-même. C'est quoi? Et je pense que le monde arabe est beaucoup lié à un autre monde qui est également touché par le défi terroriste, c'est-à-dire l'Afrique. Il faut aussi non pas seulement une coopération inter-arabe contre le terrorisme, mais aussi une coopération arabo-africaine contre le terrorisme, et notamment en matière d'économie. Au sein de la Ligue arabe, on parle depuis plusieurs années d'une union douanière. Cette union douanière-là, justement, on parle d'union entre les différents pays de la Ligue par l'adoption de certains protocoles. Est-ce que cette union douanière-là est effective aujourd'hui? Sinon, quels sont justement les handicaps? Pas du tout. Elle est loin d'être effective et on a choisi pour ce sommet le sommet de l'espoir. Alors, c'est un vieil espoir. Ce problème de politique douanière commune, il persiste et il demeure. Je crois que comparé à d'autres communautés, à d'autres organisations régionales, c'est vraiment, il y a un problème où le monde arabe est en retard, c'est dans le domaine justement de la politique commune douanière. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est beaucoup de choses. Il faut d'abord produire. Le monde arabe ne produit pas. Ce qu'il produit, ce sont des produits destinés à l'exportation. Les mines, il faut produire ce qui est destiné à la consommation locale. Et quand on produit, il faut aussi avoir une vision d'échange. Nous avons par exemple du surplus de poissons. Ce poisson, il n'est pas du tout exporté vers les pays arabes. Nous avons une expertise de production de la viande, puisque nous avons énormément de cheptels. Ce cheptel n'est pas envoyé dans le monde arabe. Il faut avoir une politique dans ce sens, non pas seulement douanière. Il faut produire, et quand on produit, il faut faire des échanges. Il y a un autre défi aussi qu'il faut relever, c'est le défi de la concurrence des pays dits émergents. Beaucoup de pays arabes exportaient et produisaient certaines choses, notamment les textiles. Ils font face à la concurrence chinoise, qui est terrible. Aujourd'hui, quand vous parlez de cette union douanière-là, quand vous parlez de production, on voit un peu l'agriculture. L'agriculture qui est aujourd'hui le moteur, qui peut aujourd'hui, il ne l'est pas encore, mais qui peut être le moteur de la croissance africaine et peut-être le moteur de la croissance mondiale. Comment développer cette agriculture-là? Comment la renforcer? Et comment est-ce que l'Union arabe peut aider justement à donner une nouvelle implémentation à ce secteur-là qu'est l'agriculture? Je pense que les Nations Unies ont compris finalement que le monde dit civilisé nous menait dans le mur. Il nous a imposé d'une manière ou d'une autre de suivre l'Occident dans sa manière de produire. Moi, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux chez les Africains, aux fondamentaux chez les Arabes, c'est-à-dire revaloriser la production, les modes de production traditionnels dans l'agriculture, dans ces deux volets, la culture et l'élevage.
Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs, on est bien sûr à ce 27e sommet de la Ligue arabe qui se tient ici même au Palais des Congrès de Nouakchott en République islamique de Mauritanie. Les grandes décisions qui seront prises lors de ce sommet, nous les reconnaîtrons tout à l'heure. Ce sera lors de la conférence de presse qui va suivre justement le huis clos qui se tient actuellement au Palais des Congrès de Nouakchott. Je vous retourne l'antenne, Graziella. Merci Franck. Franck Noudofina, notre envoyé spécial dans la capitale mauritanienne. Monsieur Diawara, une réaction à ce qui vient d'être dit? Oui, je pense qu'il a dit des choses qui ne sont pas inintéressantes, notamment pour ce qui concerne le volet économique, sur la nécessité de la sécurité. Parce que la stabilité, la sécurité dans un pays est un moyen d'attraction des investisseurs, des touristes, etc. Donc, quand il y a instabilité due au terrorisme, effectivement, ça a un impact économique. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, il faut qu'on parvienne effectivement à favoriser les libres-échanges. Les libres-échanges qui va permettre peut-être de réaliser des économies d'échelle. Et la complémentarité, faire jouer à plein la complémentarité. Il a dit une chose, le poisson en Mauritanie, nous on a beaucoup de poissons, on n'a pas les moyens de transformation. Si avec d'autres pays, cette technique pouvait être développée, ce serait un moyen d'avoir des marchés aussi, un grand marché. Ça c'est une chose, il y a l'énergie, le pétrole. Certains pays disposent de la science, de l'expertise qui peut être échangée également. Donc c'est là vraiment des moyens qui permettent de créer des économies d'échelle et des moyens de complémentarité entre les différents États de la Ligue arabe. Alors, Djemal, une refonte totale de cette organisation de la Ligue arabe semble aujourd'hui indispensable selon certains observateurs. À quoi faut-il s'attendre? Qu'est-ce qui pourrait être envisagé? Est-ce qu'une réforme est nécessaire? Oui, indispensable, j'espère. En tout cas, elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Ce que j'ai dit est valable pour la Ligue arabe, il est valable pour au-delà de la Ligue arabe. Nous fonctionnons aujourd'hui avec le système des Nations Unies, qui est le résultat des puissances des années 40, qui est le résultat de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on ne peut pas continuer avec un Conseil de sécurité avec 5 membres permanents et on exclut totalement le continent africain, on exclut totalement le Brésil. Et donc, nous sommes avec une réalité qui n'a plus de sens. Rien que l'Europe a déjà à elle seule 2 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, cette réalité-là n'est plus valable aujourd'hui et elle a besoin d'être modifiée. Cette modification, bien entendu, s'impose à la Ligue arabe. La Ligue arabe a été créée, encore une fois, par des États sur une réalité dans un contexte qui aujourd'hui n'a plus aucun sens. Il faut lui donner une nouvelle orientation. On a parlé d'économie beaucoup. Si on pouvait lui donner une activité économique plus importante, le Premier ministre du Liban a parlé d'un fonds pour les immigrés. Si on pouvait avoir un fonds plus large encore et un cadre de coopération plus important, mettre en place une politique de coopération renforcée, si une région ou une autre région veut aller au-delà, qu'elle soit capable de le faire et que ça rentre dans le cadre de la Ligue arabe. C'est-à-dire que les idées pour que la Ligue arabe connaisse une réforme sérieuse en profondeur sont là, elles existent. Il faudrait que les États, que les chefs d'État, les leaders arabes lui donnent les moyens pour qu'elle soit capable de se développer et surtout d'épouser son temps. Je sais que dans le monde arabe, on aime beaucoup parler de modernité. Si on pouvait moderniser un peu la Ligue arabe, la sortir de la torpeur, de la lenteur et un peu de la somnolence dans laquelle elle est, ce serait peut-être pas plus mal, elle en avait bien besoin. Et croyez-moi, les outils, les défis ne manquent pas. Le monde arabe regorge de ressources naturelles, humaines, économiques, la population est jeune, il y a des projets absolument ambitieux et une ambition très importante quitte à mettre en place. Et donc, je pense, moi, qu'il y a besoin d'un outil comme la Ligue arabe, et la Ligue arabe ne peut, dans sa forme actuelle, pas aller au-delà de ce qu'elle fait. Merci Djemal pour toutes ces précisions. C'est à présent à la fin de cette édition spéciale. Monsieur Issa Monsega Diawara, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coordinateur des soutiens du président Ould Abdelaziz en France. Djemal, merci également d'avoir été sur ce plateau. Merci Graziella et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.